Donc, je vous disais que j'étais ravie de vous accueillir pour cette deuxième webinaire qui va être consacré à la place de l'IRM cardiaque dans les cardiomyopathies hypertrophiques avec un focus particulier sur la maladie de Fabry. Et donc, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Amicus Therapeutics, c'est un laboratoire de biotechnologie qui se consacre au développement et à la commercialisation de médicaments innovants, de médicaments orphelins, qui sont destinés au traitement de maladies rares, telles que la maladie de Fabry et la maladie de Pompe. Ces deux maladies lysosomales qui se caractérisent par un déficit enzymatique, donc à une accumulation de substrat, qui sont responsables d'une mortalité importante dans ces deux maladies. Et en parallèle du développement de nos médicaments, on travaille en collaboration avec des experts pour tenter de contribuer à améliorer la prise en charge des patients, et ça passe souvent par un diagnostic plus précoce, et éventuellement d'ailleurs par une prise en charge plus précoce. Et dans ce contexte, il nous a paru intéressant, compte tenu des progrès récents qui ont été faits dans l'imagerie cardiaque, de faire un point sur ce que peut apporter l'IRM cardiaque, diagnostiquer plus tôt et aussi peut-être pour suivre mieux les patients qui présentent une cardiomyopathie hypertrophique associée à la maladie de Fabry. Et pour ce faire, on a fait appel donc au professeur Daché, qui est radiologue et qui est chef de pôle au CHU de Rouen, qui a le double avantage de très bien connaître la maladie de Fabry et de connaître encore mieux l'IRM cardiaque. Donc, c'était très logiquement qu'on avait fait appel au professeur Daché, et sincèrement, je le remercie d'avoir accepté cette invitation et de se plier à cet exercice des webinaires. Je vais lui passer la parole sans plus tarder. Juste avant, quelques petits détails sur la logistique. On traitera de questions après la présentation du professeur Daché. Pour éviter justement les petites interférences et les nuisances sonores que j'entends, je vous demanderai de bien vouloir mettre vos micros en mute. Et pour pouvoir échanger et aborder vos questions, il y a deux possibilités. Vous pouvez saisir vos questions par le biais du chat, et ce dès à présent, ou vous pouvez attendre la fin de la présentation du professeur Daché, et là, vous pourrez lui poser des questions directement en désactivant, ou en réactivant votre micro. Donc voilà, donc je passe la parole tout de suite au professeur Daché, et je vous souhaite, en tout cas, j'espère que vous apprendrez plein de choses pendant cette réunion. À vous, monsieur Daché. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette très gentille introduction. J'espère aussi que vous ne serez pas trop fatigué à cette heure-là, à cette heure tardive, d'écouter un topo d'IRM cardiaque. Donc, effectivement, le sujet, donc, hypertrophie myocardique avec un focus particulier sur la maladie de Fabry. Comme il se doit, voici mes conflits d'intérêts. Et le plan de cette conférence, donc, en 6 parties. D'abord, quelques mots sur le rôle pivot de l'IRM dans le diagnostic et peut-être au-delà du diagnostic, la prise en charge des patients atteints d'hypertrophie myocardique. On commencera ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en commençant par la sémiologie la plus typique, qui est l'atteinte cardiaque de la maladie évoluée de Fabry. Donc, la sémiologie. Ensuite, on fera une introduction sur les techniques d'imagerie paramétrique, de mapping. Et puis, ensuite, on verra l'évolution de ces paramètres au cours de la maladie, puisque c'est une maladie qui a une longue histoire naturelle. Et puis, on finira justement avec le chapitre peut-être le plus intéressant, qui est le rôle potentiel de l'IRM dans les formes pré-hypertrophiques, où peut-être les thérapeutiques ont le plus finalement d'impact sur la vie des patients. Donc, quelques mots pour commencer sur le rôle de l'IRM dans l'hypertrophie myocardique. Alors, les guidelines datent déjà un petit peu. Ça, ce sont les recommandations européennes qui datent de 2014. Et vous voyez qu'ici, sur le tableau qui concerne le rôle de l'IRM, on va retrouver plusieurs éléments intéressants. Donc, le premier qui est fléché ici, et donc l'IRM est recommandé avec un score de 2A chez les patients qui ont une hypertrophie myocardique pour évaluer l'anatomie, la fonction ventriculaire et rechercher de la fibrose. Cette recommandation passe en degré 1 quand l'échographie est difficile, voire impossible.
hein. Et donc ça, c'est très important, puisqu'effectivement, l'IRM ne souffre pas des contre-indications ou des limites de l'échographie, telles que les patients corpulents ou les patients qui ont un emphysème pulmonaire, par exemple. L'apex, donc très important, on va y revenir dans quelques secondes. L'apex du ventricule gauche, notamment, n'est pas toujours très bien exploré par l'échographie, et il l'est très bien par l'IRM. Donc, les patients qui sont suspectés d'avoir, par exemple, des cardiomyopathies apicales plus ou moins associées à un anévrisme sont particulièrement bien explorés par l'échographie. Dès 2014, on parlait déjà de l'intérêt de l'IRM dans le diagnostic de l'amylose. Vous voyez qu'il n'y a pas encore le mot Fabry dans ce tableau, mais je pense que la prochaine version le fera figurer. Et puis l'avant-dernière recommandation concerne l'intérêt de l'IRM avant ou après une ablation septale. Enfin, il était noté en grade 1 une recommandation un petit peu drôle qui disait en gros que quand on faisait de l'IRM, il valait mieux savoir en faire que ne pas savoir. Bon, c'est une recommandation en grade 1 qui est un petit peu bizarre. Toujours est-il que, globalement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'un patient chez qui on découvre une hypertrophie myocardique est redevable plus ou moins d'au moins une IRM dans le cours de sa maladie. Alors, quand on fait l'IRM de ces patients qui présentent une hypertrophie ou qui ont été diagnostiqués avec une hypertrophie en échographie, de temps en temps, on va avoir des surprises, comme chez ce jeune patient très sportif de 30 ans, hein, chez qui une échographie avait été réalisée dans le cadre de son aptitude au sport. Et l'échographie avait, c'est un patient assez costaud, l'échographie avait évoqué une cardiopathie hypertrophique apicale. Et vous voyez qu'en fait, la fonction ventriculaire n'est pas tout à fait normale, hein. On a une FEVG à 53%, donc infranormale. Et surtout, on voit assez bien sur ces images ciné qu'il y a un excès de trabéculation tout à fait marqué, avec même une image en double endocarde ici qui signe le diagnostic de non-compaction du ventricule gauche. Hein, donc là, on n'est pas devant une cardiomyopathie hypertrophique. L'IRM permet le diagnostic différentiel de cette cardiopathie souvent héréditaire. Un autre exemple ici, avec un aspect assez également difficile en échographie et qui est finalement assez bien démembré par l'IRM, ce sont ces patients avec ce qu'on appelle l'apical filling, hein, où vous avez donc un comblement de l'apex du ventricule gauche et parfois des deux ventricules. Hein, et l'imagerie gadolinium est là très importante, parce qu'ici, la perfusion de premier passage montre qu'il y a un défaut de perfusion de cette petite structure apicale ici qui va s'avérer être un thrombus, et que, au contraire, on a une prise de contraste sous-endocardique apicale tout à fait marquée, donc chez un patient de 68 ans avec hyperéosinophilie. On est devant un cas assez caractéristique de fibrose endomyocardique. Donc là encore, on n'est pas dans un contexte de CMH sarcomérique. Et puis, à l'autre extrémité du spectre des pathologies, il arrive de temps en temps, et notamment chez ce patient diagnostiqué il n'y a pas très longtemps dans notre service, que certains patients pour lesquels l'échographie méconnaît la présence d'une hypertrophie, finalement, l'IRM redresse le diagnostic. Et c'est assez fréquent dans cette topographie antéro-basale, très basale. Ici, vous voyez, c'est un jeune patient africain qui a été... qui présente donc cette forme obstructive avec une accélération du flux d'éjection sous-valvulaire aortique, une valve mitrale qui vient s'accoler au septum hypertrophique. Et vous voyez, dans le petit axe, on atteint en diastole une mesure de 18 mm. Donc, l'IRM vient évidemment pas en première intention dans ce domaine, toujours après l'échographie, mais peut arriver à montrer, soit dans un sens, soit dans l'autre, à aggraver finalement le diagnostic de l'échographie ou à finalement orienter le patient vers un autre diagnostic. Alors, les diagnostics les plus courants devant une hypertrophie sont résumés sur cette diapositive. Bien sûr, la cardiomyopathie hypertrophique dite sarcomérique est une maladie génétique fréquente. En général, l'hypertrophie est asymétrique. La masse qu'on mesure très très bien en IRM est souvent normale dans ce contexte, hein, y compris dans le patient qu'on vient de voir sur la diapo précédente. L'obstruction est possible, notamment dans les topographies basales. Le T1, il n'est pas très contributif dans ce domaine parce qu'il peut être normal, il peut être augmenté, notamment dans les plages de fibrose. Mais ces plages de fibrose, on les trouvera également grâce à la technique du rehaussement tardif. L'hypertension
Et la cardiopathie hypertensive, c'est probablement le diagnostic le plus fréquent dans nos services. En général, l'hypertrophie est symétrique. La masse est globalement augmentée. Le T1 également peu contributif dans ce domaine est modérément augmenté. Il y a souvent des prises de contraste qui sont assez à la limite de la visibilité, sans localisation préférentielle et sans systématisation vasculaire. Et puis, troisième diagnostic fréquent, l'amylose cardiaque, de plus en plus recherchée et de plus en plus fréquente. Donc là, on a affaire à une hypertrophie qui est en général diffuse, qui atteint aussi bien les parois ventriculaires que les parois atriales. Les ventricules sont habituellement hypokinétiques, tout au moins dans les formes évoluées. La masse est augmentée, voire très augmentée. On va observer très souvent des caractères restrictifs avec des anomalies, notamment du strain longitudinal. Et là, le T1 mapping est très contributif, car l'infiltration donc par les protéines de l'amylose va faire augmenter de façon importante cette valeur de T1, de même que le volume extracellulaire sera très augmenté. C'est probablement dans cette pathologie qu'il est le plus augmenté. Et puis enfin, le rehaussement tardif est également très contributif, avec des prises de contraste qui sont très spectaculaires, diffuses, atteignant aussi bien les parois ventriculaires que les parois atriales et le septum interatrial. Ça sont vraiment les trois diagnostics les plus fréquents dans une unité d'IRM cardiaque classique. Vous avez ici sur cette dia quelques illustrations de ces trois affections sur des cas assez caractéristiques. En haut à gauche, une deuxième CMH obstructive avec une accélération du flux sous-aortique, une fuite mitrale secondaire au SAM. Au milieu, une cardiopathie hypertensive, ici sur une image de rehaussement tardif, avec ce rehaussement tardif très particulier, un peu évanescent, très diffus, souvent dans les zones les plus épaissies. Et puis enfin, en bas à droite, une prise de contraste caractéristique dans le cas d'une amylose à transthyrétrine, avec une prise de contraste très, très floride, atteignant toutes les parois cardiaques. Et puis, de temps en temps, et là, je pense que c'est peut-être le message important de ce cours, c'est on va découvrir une maladie de Fabry. Et là, finalement, le risque le plus important quand on découvre une maladie de Fabry, c'est d'y croire. Et dans mon expérience, en fait, très souvent, on m'a envoyé, parce que je suis un peu identifié dans ce monde de Fabry, on m'a envoyé des dossiers en me disant, mais on croira à Fabry, mais c'est pas possible, j'en vois jamais, donc ça ne doit pas être ça. Bon, la première chose à savoir sur la maladie de Fabry, c'est que c'est effectivement une maladie rare, mais qui n'est pas exceptionnelle du tout. Donc c'est une maladie qu'on va rencontrer, notamment dans certaines régions. Alors en Normandie, on est assez gâté sur la maladie de Fabry. Il y a vraiment des régions de la Normandie qui sont très atteintes, notamment le département de l'Eure, le département de la Manche. Donc maladie qui n'est pas du tout exceptionnelle. Cette maladie, elle est liée au chromosome X, à un gène qui s'appelle GLA, et elle va aboutir à une accumulation tissulaire dans tous les tissus de l'organisme de glycosphingolipides. Du fait de sa transmission génétique, la maladie est plus sévère chez l'homme, mais la gravité de cette maladie, qui est bien décrite chez l'homme et bien connue, est probablement sous-estimée chez la femme. On reviendra sur la problématique du Fabry dans le sexe féminin. Et puis, surtout, cette maladie, elle est très intéressante parce que, un peu au même titre que l'amylose, elle est maintenant éligible à des traitements spécifiques, alors soit des enzymothérapies substitutives, soit la molécule chaperon. Donc, la maladie de Fabry a fait l'objet d'une mise à jour très récente, donc fin 2021, du protocole national de diagnostic et de soins par la HAS. Et vous voyez, j'ai extrait cette phrase. Alors, vous allez me dire, c'est moi qui l'ai écrite, donc c'était facile, mais donc l'IRM cardiaque est un examen recommandé chez l'adulte quand une maladie de Fabry est suspectée. Tous les experts qui me contrôlaient, je vous assure, étaient tous d'accord avec cette phrase. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté sur le fait que l'IRM est utile dans le diagnostic et peut-être même dans le suivi des patients atteints de maladie de Fabry. Alors, j'ai emprunté cette diapositive à cet excellent article de European Heart, voyez, qui vous montre bien cette maladie. Souvent, elle est sous-diagnostiquée parce qu'en fait, c'est un conglomérat de signes cliniques qui sont sans queue ni tête. Et ça atteint quasiment tous les organes de l'organisme, du corps humain. Ça peut entraîner une fatigue, des anomalies oculaires donc très particulières, donc la fameuse cornée verticillée, l'hypohydrose, donc qui va donner cette sensation donc, de peau sèche et de très grande difficulté, de douleur même lors des efforts,
donc d'intolérance à l'exercice, notamment les enfants souvent se plaignent de brûlures palmoplantaires extrêmement fortes. Les complications cardiaques vont être essentiellement à type d'arythmie et de troubles de conduction. La neuropathie périphérique, qui se rapproche un petit peu de ce que je vous racontais auparavant, sont des patients, souvent les patients avec des maladies Fabry, qui ont souvent des terrains psychologiques assez particuliers. Donc, c'est des patients qu'il faut bien écouter, avec lesquels il faut passer du temps. Possibilité d'accident vasculaire cérébral, de troubles ORL, évidemment de complications rénales, essentiellement une insuffisance rénale précoce, troubles digestifs également, avec des diarrhées, des sensations de météorisme abdominal, et puis enfin des petites verrues cutanées qui sont assez faciles à reconnaître, qui s'appellent les angiochératomes, que vous avez sur la petite diapositive sur le côté droit. Donc vous voyez, une maladie qui est vraiment difficile parce qu'elle est multiviscérale, et puis comme aujourd'hui on a tendance quand même à segmenter la médecine beaucoup, eh ben, c'est difficile de trouver des bons médecins qui sont capables d'intégrer toute cette sémiologie assez variée, assez compliquée. Alors, sur le plan de l'histoire naturelle, on va avoir en fait souvent, vous voyez, chez l'enfant, chez le jeune adulte, ce qui va prédominer sont les acroparesthésies. Hein, ça, c'est une diapositive que vous retrouverez dans sur le site web de la filière Cardiogène, hein, donc très impliquée dans la recherche et le suivi de ces patients. Et puis, vous voyez que l'atteinte cardiaque, qui est tout en haut, va commencer un peu plus tard dans la vie. Alors, ce qu'on appelle atteinte cardiaque ou ce qu'on appelait atteinte cardiaque sont des choses qui sont les anomalies qui sont dépistables, notamment par l'échographie, donc typiquement l'hypertrophie. Hein. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avant que l'atteinte rénale ou l'atteinte cardiaque ne se développe. Alors, justement, on va commencer par cette atteinte cardiaque évoluée, hein, et faire quelques rappels sur la sémiologie IRM de cette pathologie. Alors, en général, on va observer une hypertrophie qui va un petit peu ressembler à la cardiopathie hypertensive. Elle est souvent concentrique. Elle peut être asymétrique, mais franchement, c'est assez rare. Au début de la maladie, assez vite dans la maladie, on va observer une dysfonction diastolique. Donc, on va d'abord pouvoir trouver des altérations du strain longitudinal global du ventricule gauche, notamment, donc qui sont mesurables soit par l'écho, soit par l'IRM. Et puis, un peu plus tard, on verra apparaître la dilatation atriale. La dilatation aortique est parfois présente, mais ce n'est pas du tout un signe constant. Et puis, en fait, l'IRM va être intéressante du fait de ses capacités à faire de la caractérisation tissulaire, et notamment à mesurer le T1 et le T2. Le T1, donc, il va devoir, alors, il n'est pas forcément évident à bien comprendre quand on n'a pas l'habitude, parce qu'il va varier en fonction des segments d'abord, et également en fonction du stade de la maladie. Alors, basiquement, ce T1, du fait de l'accumulation de glycosphingolipides, il va avoir tendance à s'abaisser à la phase de stockage, donc myocardique des glycosphingolipides. Et puis, et c'est là où c'est un petit peu piégeant, il va ensuite augmenter progressivement avec le développement de la fibrose, notamment dans le secteur latéral basal, qui est bien connu, et il va, y compris à des phases tardives de la maladie, il va épargner le septum, ce qui fait qu'on aura toujours le septum pour faire le diagnostic de T1 ABC. Pour une raison d'ailleurs assez mystérieuse, pourquoi est-ce que le stockage lipidique commence en basal latéral? Pourquoi est-ce que la fibrose ultérieurement commence dans la même région, hein, et pourquoi le septum est épargné? Ce n'est pas complètement élucidé, il n'y a pas véritablement d'explication à ce phénomène. Le T2, on le fait toujours avec le T1, on l'associe toujours, et lui, il va augmenter typiquement avec le contenu hydrique, donc il va témoigner de la composante inflammatoire de la maladie, et va être assez spécifique de la composante inflammatoire de la maladie, en sachant que la composante inflammatoire, elle aussi, va contribuer à l'élévation du T1. Et puis, après injection de sel de gadolinium, là, on retombe sur la vieille sémiologie des années 90. Hein. On sait depuis longtemps que la maladie de Fabry donne un rehaussement tardif basal latéral très particulier, interstitiel, qui va s'accompagner, quand on le mesure, d'une augmentation du volume extracellulaire. Alors ici, vous avez un examen donc, qui avait été réalisé dans un hôpital général de la région, hein, chez un patient entrepreneur de 50 ans qui se plaignait de douleurs thoraciques qui semblaient liées au stress.
avec un essoufflement. Il y avait une histoire familiale pas très élucidée, un décès d'origine cardiovasculaire chez la maman, dont on disait qu'elle avait un gros cœur. Donc ça, c'est des histoires qu'on nous raconte assez souvent quand on reprend l'histoire familiale de ces patients. Et puis l'échographie transthoracique avait mis en évidence une hypertrophie septale, confirmée par cette IRM, ici donc en ciné 4 cavités, donc une hypertrophie vraiment importante à 24 mm. Et en rehaussement tardif, vous voyez cette prise de contraste tout à fait particulière, marquée par la flèche. Alors la flèche, elle ne vient pas avec l'IRM, malheureusement. Ce sont des rehaussements qu'il faut traquer, qu'il faut rechercher, parce qu'ils sont vraiment très, très évocateurs de la maladie de Fabry. Alors chez ce patient, le bilan avait été complété par une étude biologique, donc l'alpha-galactosidase était très basse, le lyso-GB3 donc, était augmenté. L'étude génétique avait mis en évidence une forme éligible à la molécule chaperon. Et puis, dans le même temps, on s'est quand même un peu occupé des douleurs de ce patient. Et vous voyez qu'il a eu assez rapidement une coronarographie. Il ne faut pas oublier le reste de la médecine. Et en fait, il avait une sténose de l'interventriculaire antérieure qui était traitée par angioplastie. Avec tous ces beaux diagnostics brillants, après un an de traitement, le patient va beaucoup mieux. Les paramètres IRM sont stables, à l'exception, malheureusement, d'une augmentation du volume atrial gauche. Mais là, c'est quelque chose qui était relativement attendu, puisque ce patient a un véritable Fabry, donc a une composante restrictive. Et malheureusement, il va probablement évoluer vers l'insuffisance cardiaque. Bien entendu, les médicaments tendent à ralentir cette évolution, mais on sait que dans ces formes-là, on est moins actif sur la maladie probablement que sur les formes de pur stockage, donc au début de la maladie. Un autre dossier un peu plus récent diagnostiqué dans le service, un homme à peu près du même âge, vous voyez, c'est l'âge vraiment où, si vous vous rappelez le petit graphe tout à l'heure, on rentre vraiment dans la maladie sur le plan symptomatique. Là, le patient, pour l'instant, il est asymptomatique, il n'a pas d'histoire connue. Vous voyez son morphotype, il a un petit surpoids. Donc, le bilan cardiologique, il est demandé dans le cadre d'une dégradation de la fonction rénale dépistée par le médecin généraliste et d'une anomalie au fond d'œil qui avait fait évoquer une hypertension artérielle. Anomalie au fond d'œil qui fait évoquer une hypertension artérielle chez un patient qui a une pression artérielle strictement normale. Donc, c'est un peu discordant. Donc, consultation chez le cardiologue, échographie transthoracique qui met en évidence une hypertrophie concentrique, dilatation de l'aorte au niveau des sinus de Valsalva. Comme je vous disais un petit peu auparavant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évocateur, mais qui est souvent associé. Et donc, très logiquement, on complète par une IRM. Cette IRM donc, confirme l'hypertrophie. Vous voyez qu'elle n'est pas très importante, 16 mm, et la dilatation sur la dia de droite de l'aorte au niveau du culot. En ciné, donc, on retrouve cette hypertrophie, une bonne fonction systolique biventriculaire. Vous pouvez noter que la paroi du ventricule droit, notamment sur la dia en bas à gauche ici, la paroi du ventricule droit est également un petit peu épaissie. Ça, c'est également évocateur. Je vous rappelle que c'est une maladie de surcharge. Donc, l'hypertrophie, il n'y a aucune raison qu'elle n'atteigne pas aussi le ventricule droit. Et dans ce cas-là, c'était le cas. Et puis, vous voyez ici sur la diapo en haut à droite, une mitrale qui est absolument parfaite. Mesures fonctionnelles, donc segmentation des ventricules. Là, on a utilisé un logiciel qui utilise des techniques d'intelligence artificielle, diastole, systole, ce qui aboutit à ces paramètres. Vous voyez que la FEVG est conservée, que le volume télédiastolique est augmenté, et il ne faut pas oublier cette anomalie assez souvent rencontrée dans le Fabry, y compris dans les formes débutantes. On a souvent des volumes qui sont au-dessus de la normale. Ce n'est pas du tout exceptionnel. La masse ventriculaire gauche est également supérieure à la normale, modérément, mais supérieure à la normale. Et l'oreillette gauche est franchement dilatée à 94 ml par mètre carré. Le strain ventriculaire gauche longitudinal est modérément altéré à moins 15%. Et du côté droit, on a quelque chose qui est un peu similaire, avec une fraction d'éjection droite conservée et un volume télédiastolique augmenté. L'oreillette droite, elle était normale. Alors là, c'est très important donc, à ce stade d'utiliser les techniques de mapping. Ici, vous voyez, on utilise le T2 et je vous ai mis à gros traits les mesures ici. Et la norme dans notre laboratoire est entre 45 et 50. Donc, vous voyez qu'on est un peu limite au niveau de la paroi latérale chez ce patient.
Le T2 est beaucoup plus spectaculaire. Ici, il est montré donc, sur une vue en œil de bœuf. Hein, et si vous regardez, donc, les valeurs normales dans notre labo sont de l'ordre de 950 millisecondes à cet âge-là. Et si vous regardez cet œil de bœuf, vous voyez qu'au niveau de la couronne basale, vous avez des valeurs inférieures à 900 quasiment partout, à l'exception du secteur basal latéral et également au niveau de la couronne médiale et apicale. Donc là, très, très évocateur, hein, rien que sur cette mesure, très évocateur de maladie de Fabry. Pourquoi la valeur est un peu plus élevée ici? Vous le savez déjà, hein, c'est parce qu'effectivement, la fibrose a commencé à se développer dans cette région. Et probablement, si on avait fait cette IRM il y a 20 ans, on aurait eu des mesures homogènes avec un T1 abaissé partout de façon homogène. Et la maladie avait commencé probablement ici. Et la fibrose également commence également dans cette région. Pourquoi cette région? Mystère, en tout cas en ce qui me concerne, je ne sais pas. Le rehaussement tardif montre le même type de rehaussement que tout à l'heure. Hein, et si on mesure le VEC grâce à cette jolie équation ici, qui est très facile à automatiser, là encore, on va avoir un volume extracellulaire qui est globalement normal. Il doit être inférieur à 28-30%, à l'exception toujours de ce segment basal latéral où effectivement s'est développé la fibrose. Donc à ce stade-là et sur ce patient, on n'a aucun doute. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas encore le dosage biologique au moment où on fait cet examen, mais il n'y a pas de diagnostic différentiel. Il n'y a aucun diagnostic différentiel. Hein, donc, évidemment, on va faire la biologie quand même, la génétique quand même, bien entendu, mais on savait déjà le résultat, en tout cas de l'analyse biologique, avant de l'avoir. Et évidemment, ça a été confirmé. Donc, c'est une atteinte cardiaque évoluée dans une forme classique, puisque là, on a une atteinte rénale, oculaire et cardiaque, avec malheureusement déjà apparition d'une fibrose basale latérale. Donc, cette zone où le rehaussement tardif est présent et le volume extracellulaire augmenté, et une diminution des valeurs de T1 au niveau de tous les autres segments, et notamment au niveau du septum, hein, qui va être vraiment la zone où il va falloir mesurer le T1 avec le plus d'attention, et en plus, c'est pratique parce que c'est la zone où la mesure est la plus reproductible. Donc, dans ce cas-là, réunion multidisciplinaire, faut-il envisager un traitement? Si oui, lequel? Hein, pour la qualité de vie du patient, pour sa tolérance à l'effort et surtout dans l'espoir de stabiliser l'atteinte cardiaque. Alors, si on reparle un petit peu du rehaussement tardif, parce que le rehaussement tardif, c'est un vieux signe, mais il est quand même très intéressant. Hein, ce qu'il faut bien comprendre de ce rehaussement tardif, c'est pourquoi il se produit dans ce secteur-là. Hein, c'est tout simplement parce que c'est le chélate de gadolinium qu'on utilise en IRM est un produit qui a une très mauvaise pharmacocinétique. En fait, c'est un produit qui va diffuser très facilement dans le milieu extracellulaire, et une fois qu'il y aura diffusé, il va y stagner très confortablement. Et donc, ces chélates de gadolinium qui sont piégés dans l'interstitium vont être facilement détectés par les imageries de rehaussement tardif. On sait depuis pas mal d'années qu'il y a une excellente corrélation entre la fibrose et le rehaussement tardif. Et ce qu'on sait également, c'est que cette fibrose peut survenir avant l'hypertrophie, notamment chez la femme. Hein, et ça, c'est un élément qui a été décrit il n'y a pas très, très longtemps. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce rehaussement tardif, il a un rôle pronostique. Hein. Et dans cette étude qui date de 2 ans, les auteurs avaient mis en évidence que le rehaussement tardif, d'une part, et l'hypertrophie, d'autre part, étaient des facteurs prédictifs indépendants d'événements cardiovasculaires chez les hommes et chez les femmes atteints de maladie de Fabry. Vous voyez que pour ce qui est du rehaussement tardif, le risque relatif était très élevé. Hein, donc, on sait ça. Donc, l'idée maintenant, aujourd'hui, qui prévaut dans la prise en charge de ces patients, c'est d'essayer d'arriver à les traiter avant que n'apparaisse ce fameux rehaussement tardif. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'interviennent les techniques d'imagerie paramétrique. Alors, désolé pour les radiologues parmi vous de cette diapositive, hein, qui va vous paraître extrêmement triviale, hein, qui s'apprend en première année de radio, et pour les non-radiologues, ça peut être éventuellement intéressant. Si vous aimez bien l'IRM, n'hésitez pas à télécharger cet excellent bouquin qui avait été publié par le laboratoire Bayer, où on comprend vraiment très, très bien les mécanismes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en IRM, on a plusieurs paramètres de base, hein, qui sont les temps de relaxation transversale qui correspondent au temps T2, les temps de relaxation longitudinale qui correspondent au temps T1. Troisième paramètre essentiel étant la densité de protons, puisque c'est une imagerie de l'atome d'hydrogène. Donc, vous avez sur
le petit graphe de droit, le phénomène de résonance magnétique, hein, avec le pulse de radiofréquence qui vient exciter les atomes d'hydrogène, les protons du patient. Hein, et après cette excitation, il y a une disparition du vecteur de magnétisation longitudinale, apparition d'un vecteur transversal, et peu à peu, on va voir décroître rapidement ce vecteur transversal, ça c'est le T2, et recroître progressivement le vecteur longitudinal, ça c'est le T1. Alors ce qu'on sait, c'est que le T1 baisse avec la charge en graisse. Alors il y a des... là, il faut vraiment être passionné pour aller essayer de trouver l'explication, mais ce n'est pas totalement élucidé. Alors, on peut retenir simplement que l'augmentation de la charge en graisse fait baisser le T1, même si la raison physique exacte n'est pas vraiment élucidée, et s'il y a une petite différence entre ce qu'on fait in vivo et ce qui est fait in vitro. Alors, il y a des hypothèses, notamment qui avaient été données par l'équipe de James Moon de Londres, qui figurent ici sur cette diapositive, mais qui sont, à ma connaissance, pas du tout confirmées. Donc, le T1 baisse avec la graisse, mais malheureusement, il augmente avec l'infiltration fibreuse. Donc, comme quand la charge en graisse et l'inflammation créée par les produits par les produits de stockage de la maladie de Fabry vont entraîner le développement d'une fibrose, notamment en basale latérale, ce T1 qui avait initialement baissé, il va avoir tendance à réaugmenter. C'est ce qu'on appelle la pseudo-normalisation. Hein, et ce qu'on sait également, c'est que le T1 et le T2, dans les phases inflammatoires, donc quand la charge hydrique augmente, ces deux paramètres ont tendance à augmenter. Donc, c'est une analyse qui n'est pas si triviale que ça et qui va être variable en fonction du stade de la maladie. Hein, alors, le T1 mapping, en fait, aujourd'hui, en pratique, et ce qu'on dit à nos internes quand ils arrivent dans le service, hein, deux maladies clés où il va être absolument essentiel, et ce serait vraiment une erreur de ne pas le faire, sauf quand on ne l'a pas, évidemment, mais quand on a la chance d'avoir la séquence, hein, c'est les deux maladies où il est fondamental, c'est la cardiopathie amyloïde et la maladie de Fabry. Hein, donc, augmentation très importante, on l'a déjà dit, dans l'amylose et diminution dans le Fabry, avec un diagnostic différentiel, cependant, pour la maladie de Fabry. Hein, il ne faut pas oublier que les surcharges ferriques, en particulier les hémosidéroses, chez les patients qui ont été polytransfusés, hein, typiquement les thalassémiques, drépanocytaires, les anémies hémolytiques, vont avoir également un T1 abaissé, mais dans ce cas-là, ils auront aussi un T2 étoile effondré. Hein, donc, quand on explore un T1 bas, il faut quand même qu'il y ait un T2 étoile quelque part dans le protocole. Hein. Et puis, deuxième circonstance, et qui nous avait bien piégé au début, moi je m'étais rendu compte hein, que toutes les demandes de dosage de l'alpha-galactosidase que je demandais, c'était toujours des sportifs et ils étaient toujours normaux. Hein, en général, quand on est rarement un sportif de haut niveau quand on a un Fabry. Et en fait, l'hypertrophie myocitaire diminue le T1 et diminue également le volume extracellulaire. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment, notamment chez les sportifs qui font du sport de fond, hein, donc les marathoniens, hein, les triathlètes, les cyclistes, les avironneurs, hein, tous ces types de sports entraînent vraiment des hypertrophies myocitaires. Et j'ai un très beau cas aussi chez un tennisman de niveau national avec un T1 qui se baladait comme un Fabry à 920. Quoi. Alors, ça a été résumé il y a très peu de temps par ces auteurs dans European Heart Journal. Hein, c'est vraiment une diapositive, alors n'hésitez pas à la récupérer pour afficher dans votre unité d'IRM ou d'échographie. Hein, c'est vraiment la sémiologie en un dessin de toutes les modifications, que ce soit le rehaussement tardif sur la ligne du haut ou que ce soit les séquences de mapping ou de volume extracellulaire, ce qui revient même sur les lignes du bas. Hein, donc là, vous avez le pattern classique donc, de la maladie de Fabry, où le T1 est abaissé hein, et où on retrouve donc, cette possibilité de rehaussement tardif basal latéral. Alors, il y a des études donc, qui ont mesuré le T1 sur d'assez grandes séries. Donc, à gauche, vous avez une étude de l'équipe de Londres, donc de James Moon. À droite, c'est une étude locale rouennaise. Vous voyez que globalement, bon an, mal an, le T1 moyen, même si notre étude est un peu moins spectaculaire que l'étude des Anglais, bon an, mal an, quand même, le T1 est globalement abaissé dans la maladie de Fabry. Et ça a été repris dans une méta-analyse récente que je n'ai pas eu le temps de mentionner ici, mais qui confirme vraiment cet aspect tout à fait caractéristique.
Alors, au plan technique, il faut parler un peu de technique. Là, je suis désolé parce qu'il est un petit peu tard pour parler de technique, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'approcher le T1. Alors, la plus célèbre, la plus connue et la première utilisée, c'était la technique qu'on appelait MOLI, donc pour Modified Look Locker Inversion Recovery. Donc, c'est une technique qui est basée en fait sur l'inversion récupération. Et vous avez ici sur le petit graphe du haut, vous avez basiquement ce qui se passe. Vous voyez, on va acquérir pendant 3 cycles cardiaques après une première inversion du signal. On va regarder la relaxation. On va laisser quelques cycles ici donc, se faire pour avoir une récupération. On refait la même chose. À nouveau, on laisse une période de repos et on refait la même chose à nouveau pendant 5 cycles cardiaques. Donc, avec cette séquence MOLI classique, donc cette séquence va se faire sur 17 cycles cardiaques, ce qui est tout à fait facile chez la plupart des individus, mais peut être un peu difficile chez certains patients un petit peu essoufflés. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu d'autres techniques qui ont été développées. Et puis, à partir de ces différentes mesures, chaque point en fait correspond à une expérience. On va être capable donc de faire ce fit exponentiel et de déduire une cartographie paramétrique du T1 myocardique. Alors, c'est une technique, la technique 3-3-5, on l'appelle, parce que, vous voyez, à l'analyse 3 cycles, puis à nouveau 3 cycles, puis 5 cycles cardiaques, avec 2 phases de repos de 3 cycles. Ça, c'est la technique classique, donc qui nécessite quand même une apnée qui n'est pas complètement anodine. On sait que c'est une technique qui est robuste et qui est un petit peu influencée par la fréquence cardiaque, mais globalement, c'est une technique vraiment reproductive. Alors, à partir du moment où on fait du T1, de toute façon, il faut faire une mise au point locale, c'est-à-dire qu'il faut arriver à mettre ses enfants, ses étudiants, ses collaborateurs dans la machine, et puis se faire une petite base de données locale pour avoir quand même des valeurs normales. Alors, bien sûr, en vérifiant à l'avance que vos patients ne reçoivent pas un traitement antihypertenseur ou n'ont pas 25 de tension ou autre, ou même à Fabry. Mais c'est très important d'avoir une mise au point locale. Les recommandations de la société, la SCMR, sont de faire au moins 15 individus et idéalement d'avoir 15 hommes et 15 femmes pour avoir une base de données locale, puisqu'il y a des variations malheureusement entre les séquences et entre les machines. Alors, c'est pour compliquer encore un peu les choses, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi d'autres types de séquences. Il y a les variantes de MOLI, dans mon service, c'est ce qu'on utilise. Il y a aussi des short MOLI qui vont réduire un petit peu la période d'apnée. Puis il y a des techniques qui ne sont pas basées sur l'inversion récupération, mais sur la saturation récupération, comme la séquence Sacha. Donc, il y a plusieurs séquences. Et forcément, à chaque machine, à chaque séquence, à chaque variante, on va avoir des petites variations. Donc, c'est vraiment très important de faire quelques essais. Et puis, idéalement, et quand on peut, de valider ces essais sur des fantômes. Ça, c'est encore mieux, avec un T1 et un T2 qui sont parfaitement connus et parfaitement maîtrisés. Et puis, dans un deuxième temps, l'autre élément qui est très, très important, c'est qu'à chaque patient, à chaque acquisition, il est très, très important de contrôler la qualité de ce qu'on fait, parce que s'il y a la moindre… Par exemple, ici, vous voyez, c'est une acquisition qui est faite avec un recalage respiratoire a posteriori. Vous voyez que le cœur est parfaitement immobile, et vous voyez les différentes images qui apparaissent ici sur l'image pour aboutir à une image paramétrique qui est absolument parfaite, dénuée d'artefacts. C'est vraiment des images comme ça qu'il nous faut pour faire des mesures. Si l'image est artefactée, si le patient a toussé au milieu de l'acquisition, il faut recommencer jusqu'à obtenir une image de qualité. Et ça, c'est vraiment toute l'importance et la qualité du travail des manipulateurs, qui nous aident beaucoup à faire des examens de bonne qualité. Ça, c'est vraiment très, très important. Et donc, on doit absolument former nos manips à avoir des images de qualité si on veut des résultats fiables. Alors, une étude qu'on a faite dans le service il y a quelques années, et dont je vous montre ici la diapo, amène encore un élément de complexité. Vous voyez, ici, on a comparé chez un échantillon d'individus assez important, plus de 170 individus, hommes et femmes, avec un sexe ratio équilibré. On a regardé les T1 des hommes et des femmes, et vous voyez que si dans l'âge avancé, disons après 50 ans,
les valeurs se superposent entre les hommes et les femmes. Vous voyez que ce n'est pas le cas du tout chez les jeunes patients. Hein, et vous voyez que le T1 des jeunes femmes, en gros, avant 40 ans, est en moyenne et statistiquement supérieur au T1 des hommes. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui commence à être connu dans la littérature, ce qui fait que les valeurs normales d'un homme de 30 ans, donc au moment où il va être pertinent peut-être de lui faire un diagnostic précoce de sa maladie Fabry, ne seront pas les mêmes valeurs que la femme. Vous voyez qu'il y a quand même plein d'éléments de confusion, de difficultés au moment du choix de la séquence, au moment de l'étalonnage de la machine, au moment de l'acquisition de la séquence proprement parlée pour un individu donné. Et puis, il y a même des variations entre les hommes et les femmes. Hein. On parle beaucoup, c'est très à la mode aujourd'hui de parler du cœur des femmes. Et ici, vous avez une différence structurale entre les hommes et les femmes qui est assez évidente sur cette diapositive. Quelques mots sur le T2. Hein. Alors, il est moins spécifique que le T1 dans la maladie de Fabry. Par contre, il est très lié au caractère inflammatoire, donc éventuellement à la poussée, à l'évolution de la maladie. Et il a été montré, notamment par Augusto, qu'il y avait une association entre l'augmentation du T2 et l'apparition du rehaussement tardif, et également une corrélation avec l'élévation chronique des troponines, hein, qui signe la lésion myocytaire. Hein. Il y a eu également des corrélations qui ont été établies avec certaines anomalies électrocardiographiques et mécaniques. Hein. Et donc, toutes ces anomalies, finalement, et pour ce qui est des IRMistes cardiaques, hein, le T2 augmenté n'est pas anodin et pourrait témoigner de l'évolution fibrosante qui est liée donc à la toxicité de la surcharge glycosphingolipide du myocarde, toxicité qui va faire évoluer le patient vers le développement d'une fibrose. Alors maintenant, on va parler un peu d'histoire naturelle et donc de l'évolution des paramètres de caractérisation tissulaire au cours de la maladie de Fabry, puisqu'on commence à savoir pas mal de choses à ce sujet. Alors, ce qu'on sait, on verra ce cas un petit peu après, ce qu'on sait, c'est que le T1 myocardique, au début de la vie, donc dans l'enfance, l'adolescence, il est normal chez les garçons et chez les filles. Et puis, il va s'abaisser pendant ce qu'on appelle la phase de stockage des glycosphingolipides, et puis il va réaugmenter notamment dans la zone qui va fibroser, donc c'est ce qu'on appelle la pseudo-normalisation, à l'exception du septum, donc qui garde ce fameux T1 bas. Alors là, cette illustration, donc ça c'est une patiente que j'ai diagnostiquée dans le service il y a quelques mois. Là, c'est un peu l'illustration absolument parfaite du Fabry évolué, et qu'au départ, on pensait qu'elle avait une cicatrice, une métaplasie graisseuse, une cicatrice d'infarctus, et puis on disait quand même pour un infarctus en métaplasie graisseuse, il se contracte drôlement bien, hein, mais vous voyez qu'il y a un déplacement chimique, c'est ce petit trait à l'encre de Chine noire qui témoigne de la nature graisseuse de cette infiltration de la paroi latérale. Le septum est épaissi, et quand on mesure le T1 septal, il est complètement effondré. Donc finalement, sur une seule image, quasiment, on a le diagnostic de maladie de Fabry chez cette dame de 71 ans. Hein, ici, chez un autre patient, vous voyez que effectivement, le T1 septal est abaissé. Hein. Je vous rappelle, notre valeur normale inférieure, c'est 950, à l'exception des hémosidérosiques et des sportifs de haut niveau. Hein. Et en basal latéral, dans la zone où il y a du rehaussement tardif, vous voyez que la valeur est pseudo-normalisée, hein, puisque là, on a une valeur qui est quasiment normale, alors qu'en rehaussement tardif, on va avoir une prise de contraste. Et vous voyez, vous pouvez aussi vous dire cette valeur qui est normale, elle est un peu contredite par le volume extracellulaire qui, lui, n'est pas tout à fait normal, qui est au-dessus de la normale. Donc, effectivement, avant même d'injecter, on sait qu'il se passe quelque chose ici. Si on parle un petit peu maintenant du problème des Fabry féminins, hein, il y a une tendance lourde quand même, et ça se voit si on lit le PNDS attentivement, qui est de traiter de plus en plus les femmes sur le plan préventif, donc soit par enzymothérapie, soit par la molécule chaperon. Hein, je vous ai déjà dit que dans le sexe féminin, alors que dans le sexe masculin, l'évolution du Fabry est assez stéréotypée. Tellement les hommes sont plus simples que les femmes, hein, pour faire une blague idiote, mais je vois que Frédéric sourit. Les femmes, en fait, elles ont une évolution qui est beaucoup plus brutale, et en fait, on sait que leur cœur peut évoluer vers la fibrose sans passer par la phase hypertrophique. Donc, c'est assez piégeant, finalement. Et donc, ce qui a été très discuté dans les années qui viennent de s'écouler, c'est la question de faut-il traiter sur simplement une baisse du T1 ? Est-ce que cette baisse du T1 doit être considérée comme une atteinte cardiaque ou non ?
Et de plus en plus, la réponse à cette question est oui. La baisse isolée du T1, quand elle est validée, bien confirmée par des gens qui savent bien faire l'IRM, eh bien, effectivement, elle doit être considérée comme une atteinte cardiaque et elle peut amener, en tout cas, au moins la patiente, en l'occurrence, à une réunion multidisciplinaire en vue d'un éventuel traitement. Évidemment, il faudra en discuter avec l'intéressé au premier chef. Et ce n'est pas toujours simple parce que quand on a juste une baisse isolée du T1, quand on est une femme de 35 ans qui a d'autres soucis dans la vie, on n'a pas forcément envie de recevoir un traitement compliqué comme celui-là. Donc, c'est souvent un petit peu difficile. Et donc, le rôle de l'IRM dans les formes pré-hypertrophiques, il y a quelques années, j'osais à peine en parler, mais aujourd'hui, j'en parle très librement parce qu'il y a plein d'arguments dans la littérature qui nous laissent penser qu'effectivement, ce rôle existe. Donc, je vous montre par exemple ce dossier. Une femme, elle a un Fabry authentifié, c'est une enquête familiale. Donc, on est certain qu'elle porte la maladie. Elle est jeune, elle a un surpoids, échographie normale, ECG normal, et vous voyez sur ces images d'IRM, elles sont également complètement normales. Les valeurs paramétriques de la fonction systolique sont normales, et vous voyez que la seule anomalie visible chez elle, vous voyez, il n'y a pas de rehaussement tardif, ça c'est une séquence de rehaussement tardif, mais il n'y a pas de rehaussement tardif. Par contre, le T1 basal latéral est abaissé à 930. Ici, vous voyez les valeurs normales chez une femme, je vous rappelle qu'elles sont un peu plus élevées que chez l'homme, sont au moins au-dessus de 955 à 1010 millisecondes. Ça sont les valeurs moins 2 DS et plus 2 DS par rapport aux individus sains. Donc là, vous voyez, on a juste ça. Et là, la question qui se pose, effectivement, c'est est-ce que cette femme ne bénéficierait pas d'un traitement dans la mesure où elle est capable de développer rapidement une fibrose, puisqu'il y a un dosage une surcharge de glycosphingolipides et que donc cette surcharge fait le lit de la fibrose qui peut apparaître avant toute hypertrophie. Un autre cas, une jeune femme de 20 ans, plutôt sportive, asymptomatique au plan cardiovasculaire. Elle se plaint essentiellement d'un lymphœdème et de brûlures palmoplantaires. Elle a consulté de multiples médecins, tous les médecins de la région, sans qu'un diagnostic n'ait jamais été posé, jusqu'à ce qu'elle ait l'idée d'aller voir une ophtalmologiste qui a fait le diagnostic en voyant sa cornée tout à fait particulière. Donc, le Fabry a été confirmé chez cette jeune femme. Donc, avec cette forme, vous voyez, donc je vous laisse apprendre par cœur le code génétique de cette patiente. Échographie normale, bien entendu, IRM normale au début, donc incluant T1, T2 et volume extracellulaire. Donc, au départ, on ne la traite pas. Son mapping T1, le voici. Vous voyez, en latéral, là, c'était avant qu'on fasse les œils de bœuf. Elle avait 974. À son âge, c'est encore normal, même si vous voyez que la valeur est un peu inférieure à la valeur du septum, qui est à quasiment 1000 ici. C'est une valeur qui est un peu basse, sans être très basse. Elle a un frère, cette jeune femme, un frère un peu plus jeune qu'elle, qui est beaucoup moins symptomatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lymphœdème ni de brûlure, lui. Mais il va se soumettre quand même à l'IRM. À l'écho, il a un septum un petit peu épais. Ses valeurs fonctionnelles sont normales. Et lui aussi, il a une baisse. Et lui, il a franchement une baisse caractéristique. Vous voyez, inférieure à 900, là, il n'y a jamais de doute. Inférieure à 900, il y a forcément une surcharge graisseuse dans cette région, plutôt là, postéro-basale. Dans cette famille, donc, la génétique n'était pas éligible à la molécule chaperon. Donc, le frère a été mis sous enzymothérapie, avec d'ailleurs quelques difficultés liées à des problèmes allergiques qui arrivent de temps en temps. C'est un traitement qui n'est pas forcément simple à mettre en place, et puis qui a la contrainte quand même chez un jeune homme de 18 ans, une perfusion régulière, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à mettre en place au niveau de l'emploi du temps, de la vie familiale, de la vie estudiantine, etc. C'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout trivial. Et puis, on avait convenu au départ donc, de surveiller régulièrement la grande sœur et puis, bien sûr, d'explorer les apparentés. Et la grande sœur, on la revoit donc en 2021. Et là, vous avez la vue en œil de bœuf. Donc là, vous voyez qu'on avait raté l'APEX. Il y avait un artefact, donc on n'avait pas pu prendre en compte les valeurs. C'est pour ça qu'il y a un gris ici. Ça arrive. Et je suis d'autant plus à l'aise de vous dire que ça m'arrive de façon assez régulière. Ce n'est pas si simple. Et ce qui se passe, vous voyez, si on compare les deux cartes, donc les deux œils de bœuf de 2019 et de 2021, c'est qu'effectivement, les valeurs de T1 vont commencer à diminuer dans la fameuse zone basale latérale. Vous voyez, là, on est
à la limite de la normale, voire en dessous de la normale. Hein, et donc, il se passe quelque chose également donc, chez la sœur du patient, pour lequel, pour l'instant, la discussion thérapeutique est encore en cours. Je vous rappelle qu'en dehors de ces brûlures, elle n'a aucun autre symptôme, et en particulier une fonction cardiaque strictement normale. Alors, il y a dans la littérature certains auteurs qui nous parlent de possibilités de diagnostiquer encore plus précocement peut-être l'atteinte du Fabry qu'avec le T1 mapping, donc en faisant de la perfusion simplement, et en quantifiant la perfusion, en montrant donc des hypoperfusions myocardiques donc, qui témoigneraient d'une dysfonction endothéliale précoce. Je vous avoue que nous n'avons pas l'expérience de ces mesures dans notre département et qu'aujourd'hui, nous ne les pratiquons pas. Mais c'est important dans une conférence comme ça d'en parler, même si ça n'a pas encore d'application courante. Alors, si on se résume un petit peu sur toute cette histoire du Fabry, hein, je m'étais amusé, alors ça sort de mon cerveau, donc ce n'est pas forcément très scientifique, mais à faire ce petit graphe donc, pour essayer de remettre toutes les choses dans l'ordre. Hein, vous voyez, donc au tout début, le cœur est normal, et puis apparaîtrait en premier une dysfonction endothéliale. En tout cas, c'est l'hypothèse des auteurs que j'ai cités juste auparavant. Assez rapidement, pourrait apparaître une altération du strain longitudinal, donc un début de dysfonction diastolique déjà. Et puis, alors que la masse VG, la fonction est totalement normale, du fait de l'accumulation des glycosphingolipides, le T1 commence à s'abaisser. Ensuite de ça apparaît notamment chez l'homme et pas forcément chez la femme l'hypertrophie, avec une FEVG qui évidemment va devenir supranormale. Hein, donc ça, ce n'est pas du tout normal en fait, hein, une FEVG supranormale. Le T1 est toujours abaissé. Ensuite, la fibrose apparaît, d'autant plus qu'il y a des phases inflammatoires qui peuvent être détectées par l'élévation du T2. Et puis après, on rentre dans l'insuffisance cardiaque qui commence toujours par la composante diastolique avant d'évoluer vers la composante systolique et bien entendu s'accompagnant des complications classiques du Fabry que sont les troubles du rythme et les troubles de conduction. Donc beaucoup de ces patients en bas de la diapositive donc, sont équipés de défibrillateurs implantables, bien entendu, ce qui n'arrange pas les affaires des RMistes puisque les images sont toujours faisables. On fait bien attention à leur poser des défibrillateurs compatibles, mais quand même toujours un petit peu artefactés, même si les nouvelles séquences nous permettent souvent d'arriver à des résultats assez satisfaisants. Alors, quand une maladie Fabry est évoquée, comment est-ce qu'il faut demander l'examen ou le faire, hein? Donc, je crois que déjà, il ne faut pas hésiter à le dire quand on pense que c'est possible, notamment après l'échographie cardiaque. Hein? Alors, effectivement, c'est bien d'adresser le patient à un centre qui connaît la pathologie. La plupart, maintenant, le connaissent. Hein? Et puis, bien sûr, quand le mapping est possible, c'est quand même un avantage très considérable puisque ça permet quasiment de faire le diagnostic complet avant même d'obtenir les éléments biochimiques et génétiques. Alors, une chose qui est importante, par contre, c'est quand vous avez choisi un centre, c'est d'y rester, hein, puisqu'on en a parlé, mais les variations intercentres sont non négligeables. Et si on veut faire un suivi correct, notamment d'un patient sous traitement, hein, en espérant, comme semble le montrer des études préliminaires, que peut-être le T1 abaissé isolé puisse se normaliser avec le traitement, donc avant l'apparition de la fibrose, il est très important de suivre les patients au niveau des mêmes centres. Hein. Le gadolinium, il est quand même conseillé parce que le rehaussement tardif basal latéral reste un signe cardinal et il est quand même toujours très agréable d'avoir aussi la possibilité de mesurer le volume extracellulaire. Et puis le stress ischémique, on n'en est pas encore là. Je vous avoue que j'y pense furieusement. J'aurais pu ajouter aussi éventuellement l'atteinte rénale avec l'intérêt de regarder les temps de relaxation du rein. Mais ça, c'est encore des choses qui sont très, très work in progress dans ce contexte-là. Donc, en conclusion de ce topo qui, j'espère, ne vous aura pas trop ennuyé, aujourd'hui, on peut affirmer que l'IRM est capable de dépister des patients Fabry non connus. Hein, donc, je crois que le message au moins une IRM par patient hypertrophique, je crois qu'on ne prend pas beaucoup de risques à délivrer ce message. La valeur diagnostique forte de l'abaissement du T1 en dehors des facteurs confondants et du rehaussement tardif basal latéral est indéniable. Hein, c'est quelque chose qui était. Mais malheureusement, ce rehaussement tardif basal latéral, encore une fois, quand on le voit, on arrive souvent un peu après la bataille par rapport au traitement étiologique.
Et puis, il y a une nouvelle sémiologie qui est en train d'apparaître chez le patient asymptomatique et en particulier chez la femme. C'est l'abaissement du T1, possiblement la dysfonction endothéliale et les anomalies mécaniques, notamment du strain longitudinal, qui pourraient justifier de traiter des patients dépistés précocement. Et je pense que sur la prochaine version de mon diaporama, j'enlèverai le point d'interrogation. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vais repasser la parole à Frédéric Dupuis. Merci beaucoup déjà pour ce topo. Et non seulement il ne nous a pas ennuyés, mais il nous a passionnés avec plein de topos à la fois très clairs et plein d'illustrations.